Bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous encore pour vous présenter le cours sur le coaching et le mentoring. On est à parler d'abord du mentoring et nous sommes aujourd'hui à aborder des compétences du mentor. Et nous avons déjà parlé de quelques compétences de base que mentor doit développer. Aujourd'hui, nous allons voir quelques compétences clés ou d'autres compétences que le mentor devrait manipuler à côté des autres compétences dont nous avons parlé dans la dernière séance. Aujourd'hui, nous allons essayer aussi d'aborder l'aspect communicationnel. Donc, le mentor doit savoir communiquer. Il doit savoir ce qu'est la communication, comment communiquer. Et nous aurons à vous inviter à suivre une formation sur la communication et aussi une formation sur la communication non violente. En tant que leader, vous êtes appelé à communiquer tout le temps avec les personnes que vous dirigez ou les personnes avec qui vous dirigez. Donc, vous avez besoin de savoir communiquer efficacement. Pour savoir communiquer, il faut l'apprendre, mes chers amis. Alors, dans les compétences supplémentaires que le mentor doit manipuler, doit savoir manipuler, c'est bien la gestion du silence. La gestion du silence, ça c'est très très important et parce que, vous savez, le silence, c'est un art. Le silence, c'est un art. Il n'est pas donné à quiconque de savoir faire silence, de savoir se taire. La plupart du temps, on essaie de parler, on veut toujours s'exprimer, s'exposer, même s'exploser, mais quand on fait silence, quand on garde le silence, on est fort. C'est un signe de maturité. Donc, si vous êtes mature, vous allez savoir vous taire. Donc, le leader doit savoir utiliser le silence de manière appropriée. Parce que lorsque vous gardez le silence, vous avez plus de capacité de voir votre fond intérieur. Vous avez plus de capacité d'étudier en profondeur le problème en question. Vous avez beaucoup plus de capacité à intégrer votre monde et à trouver les bonnes, les meilleures réponses. Donc, c'est une compétence qui nécessite une maîtrise de soi. Parce que, parfois, quand on parle sans réfléchir, on court le risque de tomber dans des tentations. Donc, il est important parfois de savoir se taire en tant que mentor. Avant même de prendre une décision, taisez-vous, écoutez votre tête, écoutez votre cœur et faites de l'équilibre entre les deux. Il faut savoir accueillir l'autre. Écouter, c'est aussi accueillir l'autre. C'est-à-dire, lorsque vous gérez le silence, vous allez développer l'oreille empathique. Pour savoir comment l'autre, il fonctionne. Que ressent-il? Quels sont ses doutes, ses peurs? Mais en gestion du silence, il est important de vous dire que votre silence ne doit pas être trop long. Le silence dont il s'agit ici n'est pas un silence qui fait peur, mais c'est un silence réfléchi, nous permettant de poser les bonnes questions et trouver les meilleures réponses. Donc on dit que lorsque, par exemple, vous êtes dans une situation de mentorat
ou dans une relation de mentorat et que vous posez une question, vous donnez un défi à votre mentoré, vous devez savoir vous taire. Quand vous vous taisez, dans ce cas, vous donnez la possibilité au mentoré de grandir. Parce que votre silence, ça va donner beaucoup plus de maturité à votre mentoré. Le mentoré, lui, qui est là et qui vous regarde silencieux, après lui avoir lancé un défi, il va se dire, tiens, je dois travailler pour y arriver. Le silence que vous gardez peut être un signe que vous faites confiance à votre mentoré. Donc, il faut savoir gérer le silence, tant au niveau de l'écoute active, aussi bien qu'au niveau de la gestion de la relation de mentorat. De la mesure où votre silence va influencer le mentorat, va être utile au mentorat que vous proposez à votre mentor. En plus du silence, mes chers amis, il est important d'être disponible. La disponibilité, c'est une compétence à développer. Pourquoi dit-on que la disponibilité, c'est une compétence? Non, la disponibilité, ici, ce n'est pas le fait d'être toujours là, sans s'occuper de quelque chose. Non. C'est une compétence dans la mesure où vous allez, même si vous êtes occupé, vous avez des tâches à accomplir, vous allez donner l'impression à votre mentoré que vous êtes pour lui, que vous êtes ouvert à ses opinions, sans jugement, sans critique. C'est montrer au mentoré que vous avez du temps pour lui, même si vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire des débats avec votre mentoré. Mais quand même, par exemple, le mentoré, il vous pose une question, vous allez prendre du temps pour élaborer, pour répondre. Si vous n'êtes pas disponible pour l'instant, vous dites, ok, attendez, c'est une question très importante. Comme je suis un peu préoccupé par une tâche, on prend rendez-vous pour ce soir, 20h, pour demain, 10h, par exemple. Donc, si vous avez un mentoré sous votre garde, vous devez prendre votre responsabilité de travailler avec lui. Parce que le mentoré, c'est votre image. Si vous n'êtes jamais disponible pour le mentoré, après, vous allez avoir honte. Par exemple, dans une faculté de la place, il y a des encadrants qui ne se mettent pas disponibles pour les étudiants. L'étudiant écrit, il envoie le texte à son tuteur. Oh, il ne lit pas. Oui, c'est bon, c'est bon. Et arrivé à la soutenance, l'étudiant ne peut même pas présenter son exposé avec aisance. Mais ça, c'est une honte pour le tuteur. Ça doit l'être. Parce que vous n'avez pas été disponible pour votre mentoré. N'oubliez pas, relation entre encadrant et étudiant, c'est une relation de mentorat. Parce que vous ne pouvez pas encadrer
un étudiant si à la base, vous n'avez pas été encadré, si vous n'avez pas été à rédiger un travail de recherche aussi. Donc, soyez disponible. Alors, je suivais une formation sur l'accompagnement des étudiants dans le cadre des travaux de recherche. On me l'a dit. Il faut être disponible pour les étudiants. Il faut être ouvert à leurs préoccupations, à leurs opinions. Parfois, l'étudiant a une opinion et puis il discute avec l'encadrant. Par exemple, quand j'étais à rédiger mon travail de recherche en sciences juridiques, je faisais beaucoup de débats avec mon tuteur. Parfois, il me dit, ah, Junel, tu dois faire telle chose. Et je me suis dit, ok, je comprends, mais voilà ce que je comprends, voilà ce que je vois, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai lu, tout ça. Et parfois, il me donne raison. Et parfois, je commets des erreurs, je me dis non, il faut pas faire ça comme ça, il faut corriger, il faut essayer comme ça, etc. Donc, c'est, c'est ainsi que fonctionne une relation de mentorat. Il faut être disponible pour l'étudiant, pour le mentorer, peu importe le domaine. Il faut être disponible pour le mentorer. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas être mentor et mentorer 15, 30 personnes à la fois. Non, c'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir avoir du temps. À force que vous allez faire des ateliers. Par exemple, quand j'accompagne des étudiants, j'ai l'impression parfois que je ne dispose pas de temps lorsqu'il y a beaucoup de personnes. Voilà pourquoi j'essaie de transformer ça en atelier. Par exemple, je peux réunir 5, 6 étudiants pour un atelier de travail. Vous devez chercher à vous accommoder avec le timing. Vous devez vous rendre disponible pour les étudiants, pour vos mentorés ou pour votre mentoré. Donc, c'est très important. Autre chose, mes chers amis, c'est le sourire. En tant que mentor, vous devez toujours avoir du sourire sur le visage. Alors, il y a des gens qui n'ont pas ce sourire naturellement. Mais c'est important, mes chers amis, parce que lorsque vous souriez à votre mentoré, vous y apportez de la confiance, de la sécurité, de la compréhension et du soutien. C'est important de sourire. Sourire signifie que il y a de l'espoir. Sourire veut dire je crois en vous, je crois en moi. Et lorsque vous donnez l'impression, cette impression à votre mentoré, l'impression que vous croyez en lui, cela va l'aider à lutter malgré vents et marées pour y arriver. C'est très important. En plus du sourire, qui a un pouvoir extraordinaire, il y a le regard apprécié. La façon de regarder quelqu'un peut avoir des influences, des impacts sur lui. Donc le regard, ça produit une connexion émotionnelle. Et c'est plus puissant que les mots. On le dit ici dans votre livre. Un regard, c'est quelque chose qui va ajouter un plus. C'est une manière de communiquer. Parfois, vous voulez dire quelque chose à votre enfant, à votre mari, à votre femme, et puis vous postez un regard. Et dépendamment de la nature du regard, on va comprendre. Il y a une façon de regarder un petit monde, il y a un ouais, ça l'a fait, elle va de continuer. Une façon dont votre mari vous regarde, ça veut dire que non, tu as erré. Tu as erré.
il est fâché. Mais il y a une façon de regarder qui montre que tu as bien fait. Tu dois continuer à le faire. C'est apprécier ce que vous faites. Donc, ce regard d'appréciation, votre mentoré en a besoin, on a grand besoin. On a besoin de ce regard. On dit que l'appréciation se traduit par la confiance. Et la confiance est le fondement d'une relation de mentorat. Donc, de la façon dont vous regardez votre mentoré, il faut qu'il voit cette confiance circuler par rapport à la façon dont vous regardez le mentoré. Il doit comprendre que c'est apprécié ou non. Donc, mes chers amis, il faut essayer de veiller à ses yeux, à sa bouche, à tout son corps. Voilà pourquoi nous allons parler de la gestion de la posture du corps. La posture influence le mentor et envoie un message puissant au mentor. Imaginons que nous sommes le mentor et lors d'une conversation avec le mentoré, nous sommes allongés sur la chaise, les mains dans les poches de notre pantalon. Quel message est transmis au mentoré? Probablement peu d'intérêt ou détente excessive. Il est important que le mentor connaisse certaines lignes directrices liées à la posture corporelle afin d'établir une harmonie émotionnelle avec le mentoré. Donc, mes chers amis, c'est important. Il y a la communication gestuelle. N'oubliez pas qu'en communication, on dit que les mots représentent 7% de la compréhension du message. Il y a les gestes, il y a la posture, il y a le paraverbal. Donc, la façon dont vous vous tenez transmet un message, dit quelque chose. Vous devez savoir vous arranger, vous aligner, vous tenir droit lorsque vous êtes dans une situation de communication avec votre mentoré. Oui, parfois, il faut une période de détente. Et parfois, quand vous abordez des sujets beaucoup plus complexes, c'est important de donner l'impression que c'est du sérieux. C'est important de montrer au mentoré de l'intérêt. Un intérêt pesant, croissant. C'est très important, mes chers amis. Et ensuite, il y a aussi l'utilisation appropriée du langage verbal. En tant que mentor, vous devez savoir adapter votre message à la situation. Vous avez bien sûr étudié ce qu'on appelle le registre de langue. Donc, dans ce chapitre, quand vous étiez en secondaire 1, et il y en a qui l'ont étudié à l'université, il y en a qui l'ont étudié en 9e année, tout ça. Donc, on vous a parlé du niveau de langue. Moi, je l'ai étudié en secondaire 1. On m'a parlé du niveau de langue ou de registre de langue. Quand on parle de registre de langue, c'est une façon de communiquer, dépendamment de la situation, dépendamment de la personne en question, dépendamment de la personne à qui vous allez vous exprimer. Si vous allez communiquer un message à un président de la République, ça ne peut pas passer comme le message que vous communiquez à votre père. Si vous allez communiquer à votre père, ça ne peut pas passer comme vous communiquez avec votre frère, votre petit ami et votre ami préféré, tout ça. Parce que pour chaque situation de communication, il y a une façon de communiquer. Donc, le mentor doit savoir utiliser un langage verbal approprié. Il faut bien choisir ses mots. On n'utilise pas tous les mots dans toutes les situations de communication. Voilà pourquoi il faut toujours essayer de veiller à ce qu'on dit. Parfois, on n'a même pas l'intention de choquer, on choque. Parce que les mots n'ont pas été choisis de façon minutieuse. Il faut savoir adapter le langage, le message à la situation, le rendre compréhensible au mentoré, l'aider à s'y mettre à l'écoute et l'accompagner dans sa démarche.
l'aider à s'y mettre à l'écoute. Parce qu'il y a un auteur qui dit, ce n'est pas au public, à l'interlocuteur, d'être intéressé à ce que vous dites, mais c'est bien sûr à vous de rendre ce que vous dites intéressant. C'est bien sûr à vous d'adapter ce que vous dites à la situation. C'est bien à vous, mes chers amis, en tant que mentor, de parler clairement pour favoriser la compréhension du mentor. Très important. Autre chose, il y a le sens de l'humour. Le sens de l'humour, il y en a qui n'ont pas ce sens. Cependant, il a dit ici que savoir utiliser l'humour de manière intelligente et authentique, de manière intelligente et authentique. Ça favorise l'ouverture et le changement de perspective. Provoquer le rire chez l'autre présente d'innombrables bienfaits. Au niveau neurochimique, le rire produit des endorphines et celles-ci procurent une sensation de bien-être qui facilite les relations. Donc, si l'on est dans une perspective neurologique ou neurochimique, on peut dire que l'humour, c'est une émotion positive qui fait vibrer des hormones de bonheur, de bien-être, tout ça. C'est bien de ne pas toujours rester concentré. Même si j'ai parlé tout à l'heure de la gestion du corps, du langage corporel, oui, c'est important. Mais il faut aussi tenir compte de l'humour. L'humour, c'est bien. L'humour permet à l'autre de se sentir dans une relation normale. Vous donnez l'impression parfois de ne pas vouloir aider votre mentoré. Parce que vous prenez de la distance. Vous riez pas, vous êtes toujours sérieux. Mais non, t'en as besoin. Il faut faire de petites blagues parfois. C'est bon. C'est bon. C'est bon pour vous. Le rire, c'est la santé. C'est bon pour vous. Et parfois, c'est une thérapie même. Il faut rire. Il faut rire avec le mentoré. Il faut développer le sens de l'humour parfois. Ah, mon cher, ce n'est pas mourir. Faut que nous à l'aise. Faut mettre mentoré à une situation côté que il parle ou comme un senior. Il a toujours comme un supérieur, dans le sens trop sérieux du thème. Côté que il peur comme un chef. Non. Dehors comme un ami. Soyez l'ami de votre mentor. C'est très important. Autre chose, il y a l'écoute active. L'écoute active, donc, on l'a dit, et tout comme on s'entraîne à parler, à bien parler, à savoir articuler, gesticuler, tout ça, il faut apprendre à savoir écouter. Donc, écouter, c'est prendre conscience de l'instant présent. C'est être attentif à ce que le mentoré vous communique. Et écouter, c'est aussi répondre. Répondre sans parler, par des gestes. Parfois, on peut dire oui, oui, ok. On utilise une fonction du discours qu'on appelle la fonction de contact. Oui, ça va? Yes. Donc on est là, on montre qu'on est là. On maintient le contact. On dit que les principaux obstacles pour le mentor dans l'écoute sont les interruptions, le fait d'avancer pour offrir le point de vue, la formation de préjugés, les distractions, la tentative d'imposer une opinion. En tant que mentoré, vous devez être attentif à votre mentor. Mais le mentor, et d'ailleurs vous êtes la plupart des mentors, des leaders. Donc en tant que mentor, vous devez éviter d'interrompre votre mentor. Vous devez éviter d'offrir votre point de vue sans avoir fini d'écouter le mentor. Évitez autant que faire se peut
de former des préjugés. Évitez d'imposer vos opinions au mentoré. C'est fondamental, mes chers amis. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Je l'ai dit au départ, une relation de mentorat n'est pas une relation où vous allez imposer ce que vous voulez, votre opinion. Non, c'est une relation, bien au contraire, dans laquelle vous allez engager le mentoré, éveiller sa conscience, l'aider à développer son potentiel. C'est ça la relation de mentorat. Donc, pour une écoute active, authentique, voilà ce que nous devons faire. D'abord, c'est faire attention à la personne dans son ensemble. C'est-à-dire ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas, comment elle le dit. En principe, ce n'est pas ce que vous dites qui compte, mais la manière dont vous le dites. Parce qu'on dit à qui est important, c'est comment on dit là. Avec qui intonation on dit là. C'est ça qui est important. Ensuite, il faut confirmer. Répétez les derniers mots que vous avez prononcés. Hochez la tête. Faites des interjections. Hein? Oui, yes. OK. Donc, vous vous montrez que vous écoutez votre mentoré. Aussi, vous pouvez confirmer au mentoré que vous êtes attentif. Parfois, vous résumez et aussi vous demandez des clarifications. Parfois. Si j'ai bien compris, vous avez dit telle ou telle chose. Donc, est-ce que c'est clair? Oui. Donc, il faut montrer au mentoré qu'on est dans une relation sérieuse. Donc, il faut aussi poser des questions. Et ceci, des questions qui soient de nature ouverte et aussi qui vont inviter le mentoré à réfléchir davantage. Donc, les questions ici se trouvent à la page 10 de votre document. Vous pouvez les regarder. C'est très important. Page 10 et 11. Autre chose très importante dans une relation de mentorat, non seulement il faut écouter, mais c'est important aussi de rétroagir. La rétroaction ou le feedback, c'est une forme de retour de l'information. Quand nous nous engageons dans une situation de communication, l'essentiel est de savoir écouter. Et après avoir écouté, il faut réagir. Il est important de produire du feedback. Quand on produit du feedback, ça rend notre interlocuteur beaucoup plus confiant. Donc, il a l'idée que ce qu'il dit est communiqué. Et si notre feedback n'est pas vraiment approprié au message qui a été communiqué, il va y avoir ajustement. Voilà pourquoi on dit que la communication, c'est un processus d'ajustement interactif. Donc, je vais partager avec vous une vidéo que j'ai faite sur la communication. Introduction à la communication. J'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vais partager la première vidéo avec vous. Il y a un ensemble de concepts qui sont développés en matière de communication. Puisque lorsque vous vous formez, vous devez essayer de recevoir une formation plus ou moins globale, même si ça ne peut pas être totalement complet, mais quand même, vous pouvez frôler l'essentiel. Voilà pourquoi, mes chers amis, je vais vous inviter à regarder beaucoup de vidéos et à suivre beaucoup de formations supplémentaires pour vous former davantage. Maintenant, parlant de feedback, il est important de dire
que le feedback a ses caractéristiques. Dans une relation de mentorat, le feedback doit être donné le plus près possible du moment où s'est produite la situation de référence. Deuxièmement, les aspects positifs observables du mentoring doivent être soulignés au début et à la fin du feedback. De cette manière, un climat favorable est créé pour recevoir des feedbacks et il sera plus facile d'accepter les critiques constructives. Lorsque vous êtes à communiquer avec votre mentoré, mes chers amis, il est important de souligner les points forts du mentoré. Voilà ce que vous avez comme potentiel. Voilà ce que vous avez comme capacité. Voilà ce que vous présentez comme signe de sagesse, de respect. Voilà comment vous faites preuve d'intelligence. Soulignez les aspects les plus importants, les aspects positifs au début et à la fin de votre feedback. Et si vous le faites ainsi, lorsque vous dites mais il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qu'il faut arranger, il y a une chose sur laquelle il faut travailler, le mentoré va se sentir vraiment bien dans sa peau et dans sa tête et il va essayer d'agir en conséquence. Ou bien de réagir en conséquence. Le feedback doit être utile et faire référence à des comportements modifiables. Vous n'allez pas essayer de chasser le naturel chez le mentoré. Il y a des comportements qui ne sont pas modifiables, qui sont innés. Vous ne pouvez pas demander à votre mentoré de les changer. Par exemple, dans la personnalité de l'individu, il y a le caractère, il y a le tempérament. Le tempérament est inné. On ne peut pas changer son tempérament. Cependant, on peut travailler sur son caractère. Donc, lorsque vous soulignez un aspect de la personnalité du mentoré, n'allez pas dans son tempérament, mais essayez de jouer sur son caractère. Parce que là, c'est modifiable. Sinon, votre feedback ne sera pas utile. Le feedback doit être orienté vers l'amélioration et basé sur des faits objectifs. Vous ne devez pas faire en sorte que votre feedback soit un jugement. Je le dis ici, les jugements de valeur et les qualifications et les disqualifications sont à éviter. Il faut éviter de disqualifier le mentoré. Parce que c'est vous une personne ressource pour lui. Si vous dites à votre mentoré qu'il est un bon à rien, il va y croire. Et du coup, il va perdre en potentiel. Il va régresser, malheureusement. Donc, mes chers amis, vous devez essayer de ne pas être un juge pour votre mentoré. Mais au contraire, d'être quelqu'un qui est là pour le guider, pour le conduire, jusqu'à ce qu'il parvienne à réussir. Votre feedback doit être motivant. N'ayez pas des feedbacks démotivants en tant que mentor. Ça, c'est très important. Vous êtes mentor, vous avez pour le devoir de produire des feedbacks qui soient motivants, qui indiquent le mentoré à
rester connecté, à continuer, à foncer, à avancer. Parce que si votre feedback ne motive pas, cela peut décourager le mentorat. Autre chose importante, c'est que vous devez savoir raconter de bonnes histoires. Raconter de bonnes histoires, dans ce sens, c'est essayer de faire en sorte que vos expériences soient communiquées à votre mentoré. Parce que n'oubliez pas que nous avons dit tout au début que le mentor, c'est bien celui qui a de l'expérience dans le domaine. Quelqu'un qui travaille dans le domaine depuis 15 ans, depuis 20 ans, qui connaît le domaine, qui a beaucoup d'expérience. Et qui connaît beaucoup de personnes avec une gamme importante d'expérience. C'est-à-dire des personnes qui ont des histoires célèbres, des personnes qui ont échoué, des personnes qui ont un parcours très inspirant. Et à partir de l'expérience de ces personnes, vous allez essayer de parler à votre mentoré pour qu'il comprenne la situation. Et du coup, il va, bien sûr, parvenir à réussir. Mes chers amis, c'est important de raconter des histoires motivantes à votre mentoré. Parfois, le mentoré peut être découragé, peut voir les défis un peu trop grands pour les affronter. Mais vous, si vous essayez de dire, mon garçon, ma fille, voilà comment ça a été pour moi dans le temps. Et ce temps a été beaucoup plus difficile. Il n'y avait pas de l'internet. Il n'y avait pas autant de livres. Mais j'ai travaillé. J'ai travaillé. Je n'avais pas de l'assistance. Par exemple, moi, je le dis toujours à ceux que et je propose des accompagnements, de l'accompagnement en matière de méthodologie, en matière de rédaction. Quand j'étais à écrire mon premier mémoire, parlant de mon mémoire de licence en droit, je n'avais pas beaucoup de personnes ressources. J'en avais, mais pas beaucoup. Et je n'avais pas quelqu'un qui se tenait toujours avec moi. Oui, j'avais un encadrant qui a été disponible la plupart du temps, mais c'est lorsque je l'appelle. Mais moi, aujourd'hui, j'ai des étudiants, parfois c'est moi qui les appelle. Parfois c'est moi qui les envoie des messages pour dire, mon cher, il faut avancer. Écoutez bien, il faut avancer, il faut faire ça, il faut essayer. C'est comme des enfants. Donc, parfois je leur dis, moi, je n'ai pas eu cette chance que vous avez. Donc, vous avez intérêt à me dépasser. Oui, j'ai eu 85 sur 100 à la faculté de droit. Ça a étonné plus d'un. Mais je me suis dit, l'idéal, c'est de travailler avec d'autres étudiants pour qu'ils arrivent à battre ce record. Parce que il faut que votre mentoré grandisse, vous dépasse même. Ça, c'est très important. Donc, vous, lorsque vous racontez des histoires à votre mentoré, ce qu'il a vu un peu trop grand va diminuer de volume à ses yeux. Et ça va
lui donner beaucoup plus d'envie de réussir. Mes chers amis, c'est vraiment important. Et on le dit ici, écouter des histoires nous détend et nous permet de nous sentir spectateurs sans nous impliquer, en prenant de la distance émotionnelle et en étant plus réceptif au message. Pour être un bon conteur, il est recommandé au mentor d'explorer ses propres expériences pour en extraire des histoires authentiques qui peuvent aider le mentoré dans sa démarche. Le choix d'une histoire par le mentor peut être essentiel lorsqu'il s'agit de réaliser des changements positifs chez le mentoré. Une histoire simple qui relie les valeurs et les émotions est le moyen le plus rapide d'atteindre le cœur du mentoré. Parfois, pour enseigner, on n'a pas besoin de beaucoup de théorie. On raconte simplement une histoire. Simplement une histoire. Une simple histoire. Et puis, le cœur du mentoré, il est touché et du coup, il va être motivé à 1000%. Mes chers amis, c'est très important de partager des histoires au mentoré. Encore, mes chers amis, il est dit que vous devez être un bon conseiller. Soyez un bon conseiller. En tant que mentor, vous avez pour devoir de donner des conseils, de conseiller. Maintenant, quand on parle de conseil ici, qu'est-ce que ça veut dire conseiller? C'est clairement défini dans votre livre. Le concept conseiller. Conseiller, c'est offrir des informations de manière non dirigée et neutre. Cette compétence est essentielle pour renforcer la confiance du mentoré. Il est important de donner des conseils lorsque cela est demandé, sinon cela peut être interprété comme une instruction. Les conseils doivent être utiles au mentoré et pour y parvenir, le mentor doit fournir les informations dont il dispose sur les différentes options envisagées par le mentoré. Le conseil, ici, ce n'est pas une information dirigée, c'est-à-dire vous dites au mentor, voilà ce que vous devez faire. Non, vous étudiez des possibilités avec votre mentoré, vous dites à votre mentoré, voilà les avantages à faire ce choix, voilà aussi les désavantages à le faire et vice-versa. Donc, on étudie un ensemble de possibilités ensemble et après, c'est au mentoré de faire son choix de manière libre et éclairée. Vous êtes là pour favoriser l'ouverture d'esprit de votre mentoré. Mais pas pour lui dire, voilà ce que vous devez faire obligatoirement. Non. Donc, mes chers amis, il est vraiment crucial d'essayer de donner des conseils non directifs aux mentorés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour stimuler la relation de mentorat? On dit que pour être efficace, la relation de mentorat doit comporter les facteurs suivants. 1. Le respect mutuel. 2. La sensibilité. 3. La responsabilité conjointe. 4. L'expression libre et honnête. 5. La confidentialité. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par respect mutuel dans une relation de mentorat? En principe, mes chers amis, il est important de respecter votre mentoré. Même si vous avez un enfant, vous êtes parent, respectez votre enfant. Et la Bible dit clairement, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Vous n'avez pas le droit d'irriter les enfants. Ce n'est pas parce que vous êtes plus âgé, ce n'est pas parce que vous êtes plus grand. En français, plus grand ne signifie pas plus âgé, en réalité. Mais ce n'est pas parce que vous êtes parent que l'enfant ne mérite pas votre respect. Non.
vous avez pour devoir de respecter l'enfant, de ne pas l'irriter. Eh bien, c'est ainsi, vous, en tant que mentor, vous devez respecter votre mentoré. Vous devez communiquer de manière adulte avec lui, de manière réfléchie, avec respect, en adoptant une attitude de respect, ce qui va soutenir la relation et garantir un meilleur apprentissage. Il est dit en principe, j'ai appris dans un cours au niveau du programme de master, et c'est un cours de pédagogie universitaire, c'est un très beau cours. Eh bien, dans ce cours, on m'a appris que on n'apprend pas d'un professeur qu'on n'aime pas. Oui, c'est très bien. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me suivent en ligne, tout comme en présentiel. Beaucoup d'étudiants qui apprennent très bien avec moi. Mais c'est parce que, à la base, ils m'apprécient, ils m'aiment. Donc, je témoigne toujours du respect envers mes apprenants. Quand vous êtes dans une relation de mentorat, c'est la même chose qu'il faut faire. Respectez votre mentoré. C'est très important. Aussi, la sensibilité. La sensibilité, c'est cette attitude à être disponible, à être présent, à être réceptif à l'égard de votre mentoré. Donc, vous devez être sensible à ce qui lui arrive. Vous devez être sensible à ceux qui, par exemple, je parlais à un mentor, à mon mentor. Bon, mon père n'allait pas bien, etc. Et puis un jour, il m'a dit, et comment va ton père? Donc, cette question qu'il m'a posée m'a vraiment fait du bien. Parce que il a témoigné d'une sensibilité authentique. Vous êtes dans une situation de mentorat avec un mentoré et qu'il a un problème peut-être au niveau de son logement, par exemple. Et puis, c'est alors que vous commencez à parler de succès, vous parlez de travail, vous parlez de paresse. Mais non, vous allez générer de la frustration de son côté. Donc, au lieu de réagir de cette manière, il est mieux de montrer de la sensibilité à votre mentor. Il y a aussi la responsabilité conjointe. Donc, respecter les accords et les engagements pour renforcer la confiance. Donc ici, même si vous êtes mentor, si vous avez pris une responsabilité, respectez ce que vous avez pris comme engagement. Soyez fidèle. Donc la fidélité, c'est de tenir, le fait de tenir son engagement. Comme on l'a promis, on le fait. Ça, c'est encore très important. Ok, l'expression libre et honnête. Donc, il faut être honnête. J'ai lu dans un livre de psychanalyse que le postulat de base même de la vie, c'est de chercher à être honnête. C'est la chose la plus difficile dans la vie. Être honnête et rester honnête. Voilà pourquoi vous devez travailler sur votre honnêteté chaque jour. C'est une valeur. Et je le dis toujours, valeur, c'est valérer qui signifie être fort. C'est votre force. Lorsque vous vous exprimez, exprimez-vous librement. Mais pour ce faire, vous devez être honnête. Même s'il y a beaucoup de difficultés qui peuvent survenir en chemin. Mais posez-vous positivement par rapport à cette difficulté. Parce que l'honneur est comme une île escarpée et sans bord.
on ne peut plus y entrer dès qu'on est au dehors. Nicolas Boileau. Donc, gardez votre honneur. Restez honnête. Et vous pourrez vous exprimer librement. Quand vous faites ce que vous avez proposé, ce que vous avez promis, vous n'allez pas changer de parole. Donc, vous avez promis d'assister quelqu'un, assistez-le. Si vous rencontrez une difficulté, communiquez votre difficulté à la personne. Donc, si vous n'êtes pas capable de tenir vos promesses, ne faites pas de promesses. Ne faites pas de promesses. Parce que vous n'en êtes pas capable de les tenir. Et enfin, la confidentialité. Donc, il y a des informations que quelqu'un se permet de partager avec vous, qui sont des informations de nature sacrée. Prenez besoin de vous dire, ah, il ne faut pas dire ça à personne. Non, prenez besoin de vous dire ça. Vous devez savoir que ça, je ne peux pas communiquer une telle chose. Ce n'est pas bien. Donc, il faut éviter, mes chers amis, de ne pas avoir du secret. Il faut garder la confidentialité dans une relation de mentorat. Et ça va stimuler la relation. Ça va aider votre mentor, votre mentoré à se sentir libre, mieux pour apprendre et apprendre très bien. En principe, il ne faut pas oublier que le travail du mentor n'est pas d'orienter le cheminement de l'autre selon ses critères, mais plutôt de contribuer à créer une relation de confiance afin que le mentoré se sente en sécurité lorsqu'il prend ses propres décisions. Le mentor aide le mentoré à approfondir sa connaissance de soi et à changer de perspective sans lui montrer ni lui indiquer comment il doit interpréter une idée ou aborder une situation. Donc, c'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Donc, mes chers amis, c'est vraiment important de communiquer efficacement avec votre mentoré pour garantir un équilibre plutôt intéressant. Maintenant, on va voir des éléments de communication dans la relation de mentorat. Avant tout, la communication, on dit, c'est un processus circulaire de transfert de sens dans lequel chaque participant est à la fois émetteur et récepteur. Dans ce processus, nous devons considérer à la fois la communication verbale et non verbale, qui doit être en harmonie et présenter une cohérence. Dans le cas contraire, il faut être conscient que la communication non verbale prime sur la communication verbale. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? D'abord, la communication est un processus circulaire de transfert de sens. Ça, c'est très important. Donc, moi, j'aime enseigner la communication. J'ai étudié la communication depuis environ 6 ans. Et à chaque fois que je me vois en train de parler de la communication, je suis vraiment heureux. C'est pour vous dire que je suis content. Mes chers amis, on dit que la communication, c'est un processus circulaire. D'abord, ça veut dire, ce n'est pas une dynamique linéaire. C'est-à-dire, je parle et puis c'est fini. Non. La communication, c'est plutôt un processus circulaire. Donc, on fait le tour ensemble. On regarde, on échange, on ajuste. Voilà pourquoi il y a un autre auteur qui dit, c'est un processus d'ajustement interactif. Sans interaction, il n'y a pas de communication. Voilà pourquoi on dit ici, c'est un processus de transfert de sens. Un processus de transfert de sens. Non seulement c'est circulaire, mais c'est le sens qui est transféré. Donc je dis quelque chose. Ce n'est pas le mot
qui compte seulement, mais c'est la manière dont je dis. C'est le ton, c'est le son, c'est le visage, tout ça. Parce que dans la communication, il y a possibilité que je sois émetteur et récepteur à la fois. Parfois, je suis émetteur, ou bien tantôt, j'ai le statut de récepteur. Et vous allez comprendre que dans ce processus, je dis des mots, j'utilise des mots, c'est la communication verbale. J'utilise ma main, par exemple, quand vous regardez mes vidéos, vous voyez que je fais des gestes. Ah, les mains qui vont avec beaucoup de fermeté. Donc, mes chers amis, vous voyez que ici, le message qui est communiqué par la bouche est le même message qui est communiqué par les gestes. C'est important, vous, lorsque vous êtes dans une situation de mentorat, de maîtriser les paramètres les plus importants de la communication. Parce que la relation de mentorat, c'est une relation de communication. Vous allez communiquer tout le temps. Et ici, il a dit que le but de la communication, c'est le résultat obtenu, quelle que soit l'intention. Vous pouvez ne pas avoir l'intention de déranger, mais quand même, vous dérangez parce que il y a un auteur qui dit que la communication limpide n'existe pas. Ce que je dis, ce que j'ai l'intention de communiquer, n'est pas toujours compris comme tel. Du coup, on va voir que c'est difficile de s'accrocher à un résultat totalement souhaité. Mais le but de la communication, j'aime ça, c'est le résultat obtenu. Même si on a eu l'intention de résoudre le problème, mais on peut créer beaucoup plus de problèmes. Donc c'est ça le but de la communication, ici. Donc vous devez quand même avoir des buts, des intentions bienveillantes. Et essayer de vous aligner avec ces intentions. Mais sachez que le but de la communication, comme on le propose ici, c'est le résultat obtenu. Donc, essayez de vous conduire à un bon résultat. On dit ici, il y a 3 éléments à prendre en compte lors de la communication, puisque la congruence du message en dépendra. D'abord, c'est l'élément verbal. Les mots utilisés, ce qui est exprimé. Cet élément, on représente 7% du message reçu. Le fond, ce que l'on souhaite transmettre. Et la forme, l'utilisation appropriée des sens, des expressions, des verbes, etc. est important. Donc, le premier aspect, c'est l'aspect verbal. Les mots qu'on va utiliser. Ce que l'on va exprimer. C'est l'aspect verbal. Cela représente 7% de la communication. Je l'ai dit. Deuxième élément, c'est l'élément vocal. L'élément vocal, donc ici, c'est l'utilisation d'un ton et d'un volume adéquat, d'une intonation et de pause correcte, sans abuser des éléments de remplissage. La voix constitue 38% du message. Ça, c'est encore très important. Donc, on va voir la voix ici, quand je parle de la voix, c'est de dimension paraverbale. Le paraverbal, la façon de parler, le ton, le volume, tout ça, l'intonation. Je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire. Donc, il y a les mêmes mots qui sont utilisés, mais dans le premier essai, de la première phrase, on voit une assurance. Je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire. Ça, c'est influence. Il n'y a pas d'assurance. Donc, lorsque vous parlez, vous devez prêter attention à la façon de parler plutôt qu'aux mots.
Parce que les mots représentent 7%. Mais la voix, voilà pourquoi quand on écrit quelque chose, ça pose problème la plupart du temps. On n'arrive pas à cerner ce qu'on veut dire. Parce que on peut écrire, et puis la personne qui lit d'une manière critique. Donc c'est ça. Et la communication non verbale, c'est l'aspect non verbal. Là, on communique avec le corps, les mouvements des mains, où et comment regarder, où se tenir, comment s'asseoir, etc. Il est important de travailler l'image personnelle que l'on souhaite véhiculer. Mes chers amis, en tant que mentor, en tant que leader, vous devez maîtriser ces paramètres. C'est essentiel de les maîtriser. Parce que un bon leader doit être un bon communicateur. Moi, je l'ai appris. Quand j'étais à étudier la communication, on m'a appris ça. Et avant d'étudier la communication, j'étais très timide, très fermé. Mais pendant et après, c'était autre chose. Donc, je suis toujours ravi de parler communication, d'étudier la communication, de regarder des gens qui sont de vrais communicateurs. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Mes chers amis, essayez, lorsque vous êtes dans une relation de mentorat, de maîtriser certaines choses en lien avec la communication. C'est bon pour vous. Dans cette même perspective de communication, il est important de faire l'analyse SWOT en anglais ou bien FFOM en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans le domaine de gestion de projet, on parle de l'analyse SWOT. Quand on va faire un projet, il faut l'analyser. Il faut analyser les faiblesses, les forces, les opportunités et les menaces qui existent par rapport à ce projet. Eh bien, ici on dit que l'analyse FFOM, c'est un outil d'autodiagnostic. C'est vous qui allez diagnostiquer votre profil, tout ça. Vous-même, vous allez vous diagnostiquer. Les faiblesses et les forces font référence aux aspects internes de la personne qui en dépendent entièrement. Tandis que les menaces et les opportunités sont des aspects externes de la personne que la personne doit garder à l'esprit afin de transformer les menaces en opportunités par l'apprentissage et l'action. Donc, c'est comme une forme d'inventaire que vous allez faire. Et après l'avoir fait, vous allez voir dans votre patrimoine quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Et là, vous allez faire une introspection, parce que c'est à l'interne que sont vos faiblesses et vos forces. C'est à l'interne. Et après, vous allez regarder à l'externe quelles sont les menaces qui existent et quelles sont les opportunités. Et votre travail, après, c'est de transformer par le biais de l'action les menaces en opportunités. Et aussi, non seulement par l'action, par la résilience. J'aime le dire. La résilience, c'est être capable de transformer les menaces en opportunités. En termes de faiblesse, vous allez essayer d'identifier par rapport à votre communication qu'est-ce qu'il y a à améliorer dans votre façon de communiquer. Vous allez poser des questions à votre mentoré pour voir qu'est-ce qui ne va pas chez vous, chez lui, tout ça. Parce que c'est une relation d'apprentissage, de croissance. Je l'ai dit au départ. C'est une relation de croissance. Donc, on essaie de grandir ensemble. Quelle qualité manque? Parce que, par exemple, il y a des personnes qui savent bien communiquer, bien parler, pas bien communiquer, mais qui ne savent pas écouter. Donc, il faut que ces personnes regardent leur fond intérieur pour dire, là, j'ai un problème, je ne peux pas écouter, je ne sais pas écouter, je dois travailler sur ce point. C'est vraiment important.
quel type de communication est le moins contrôlé. Il faut essayer de regarder tout ça. Menaces, ce sont des éléments extérieurs à nous qui peuvent gêner ou entraver le processus de communication. Par exemple, si pendant la communication, nous sommes souvent interrompus, ou s'il y a beaucoup de bruit, de fond, ou si notre travail est en danger, nous sommes confrontés à des situations extérieures qui affecteront nécessairement notre façon de communiquer. Demandons-nous à quel point l'environnement dans lequel vous communiquez est-il menaçant? Quels sont les moyens techniques? Avez-vous suffisamment de temps et d'espace pour communiquer? Oui, il faut le faire. Les menaces sont extérieures. On l'a dit. C'est extérieur. Donc, il faut essayer de voir comment on peut transformer les menaces en opportunités. Si l'environnement n'est pas bon, on peut utiliser un moyen pour créer un autre environnement. Ou bien un élément qui soit palliatif, par exemple, pour gérer le problème qui est posé par l'environnement. Par exemple, quand j'enregistre un cours, parfois, il y a du bruit. OK? Si dans l'environnement, il y a du bruit et que je ne peux pas empêcher que les gens parlent au dehors, tout ça, eh bien, j'achète un micro. Ça, c'est une solution. Donc, il faut essayer de trouver des solutions. Vous n'êtes pas là pour vous plaindre aux autres. Ça n'a jamais résolu les problèmes et ne pourra jamais les résoudre. Se plaindre. Donc, il faut essayer d'étudier la situation et aussi de faire en sorte que tout ce qui est posé comme menace soit transformé en opportunité. OK, il y a aussi les forces. On dit que c'est des aspects notables de la manière de communiquer, des qualités. Cela peut nous aider à compléter cette section en répondant à des questions telles que qu'est-ce qui ressort de notre façon de communiquer, que faisons-nous très bien, quels sont les éléments que nous apprécions le plus. Donc, et dans notre analyse, nous devons essayer de mettre en exergue, de mettre sur le tapis nos forces. Qu'est-ce que nous avons comme capacité? Et ce que nous avons comme capacité, c'est ce qui va nous aider à grandir davantage. Le principe, on le dit en psychologie positive, une formation que je vous invite à suivre également, on met l'accent sur ce qui va bien chez la personne, sur les potentiels de la personne. Et ce matin, j'étais en train de parler à une participante qui a fait des devoirs en psychologie positive. On essayait d'échanger sur le devoir. Donc, elle m'a raconté comment ça lui permet de se comprendre davantage. Comment, à partir de la formation, elle commence à grandir, à se développer, à se focuser sur ce qui va bien chez elle. Donc, quand nous comprenons nos forces de caractère surtout, nous allons grandir, nous allons nous épanouir, nous allons croître. Donc, c'est ça. Et enfin, les opportunités. Ce sont des situations extérieures qui favorisent la communication. Par exemple, dans un contexte convivial, lorsqu'on est dans un contexte convivial, entouré de personnes en qui nous avons confiance et qui nous soutiennent, nous sommes appelés à mieux communiquer. Donc, ce sera plus facile. Eh bien, l'essentiel, c'est de maintenir ce qui va bien et de transformer ce qui ne va pas pour arriver à avancer. Donc, mes chers amis, ça c'est très bien en tant que leader, en tant que mentor, de maîtriser cette forme d'analyse, et ceci non seulement au niveau de la communication, mais dans la vie même. Vous devez savoir vous évaluer. Et évaluez-vous à longueur de journée, ça va vous donner de meilleurs résultats. Maintenant,
on va essayer de voir quelques principes de la communication. Basé sur la théorie de la communication humaine formulée par Vassavik, Bivin et Jackson, les principes suivants existent en communication. D'abord, il est impossible de ne pas communiquer. Vous communiquez toujours, même en gardant le silence ou en n'agissant pas. Chaque comportement peut être interprété, quelle que soit l'intention. Et je l'ai dit souvent, et nous sommes toujours en mode de communication. Ne pas communiquer, c'est communiquer quelque chose. C'est se faire oublier. Donc, c'est déjà communiquer quelque chose. OK. Interaction entre contenu et relation. Il y a toujours. La communication, c'est ça. Le contenu et le relationnel. On dit toute communication comporte une composante rationnelle, d'abord, le contenu, ce qui est dit, et une autre composante émotionnelle, relationnelle, la manière dont on le dit. Le message transmis sera interprété par l'auditeur ou le destinataire en fonction de la relation qu'il entretient avec l'expéditeur. La relation devient un élément métacommunicatif puisqu'elle oriente la manière dont le message sera interprété. Vous avez un ami, un très bon ami, vous lui dites quelque chose, ah mon cher, bah c'est Dieu. Ça, mon n'a pas prendre pour rien. Parce que c'est votre ami, tout ça. On a l'habitude de jouer ensemble, tout ça. Ah non, cher, comme bah c'est Dieu. Et puis c'est facile. Mais si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment, bon, à peine nous connaissons maintenant, on a un jour, depuis qu'on a fait connaissance, vous n'êtes pas sérieux. Ça, il va le prendre au sérieux. C'est pas sérieux. On est pas sérieux. Par contre, on ne joie vous mettre. Parce que le relationnel, la relation que vous entretenez avec la personne, ça vaut beaucoup. Ça vaut beaucoup. Donc, mes chers amis, c'est important. C'est vraiment important de mettre l'accent sur ces points. Lorsque vous communiquez, je l'ai dit tout à l'heure, vous devez savoir choisir vos mots en fonction même de la personne. Il faut savoir ajuster ses propos. Il y a des propos qu'on ne lance pas à des personnes avec qui on n'a pas beaucoup de rapports. Beaucoup trop de rapports. Des rapports intimes. OK. Autre chose, séquence de notation des événements. Tout type d'interaction communicative se produit de manière bidirectionnelle. L'expéditeur et le destinataire s'influencent mutuellement, générant des réactions séquentielles l'un chez l'autre. Donc, c'est toujours une forme d'influence mutuelle. C'est ça, la communication. Je t'influence, tu m'influences, on s'influence mutuellement en matière de communication. J'ai toujours une chose à expliquer parce que ça a été mal compris. L'autre encore va réagir. Il va toujours avoir des séquences de réaction chez les deux personnes qui sont en train de communiquer le message. Ou bien des messages qui échangent. Et quatrièmement, la communication numérique. La communication est à la fois numérique et analogique. Lorsqu'il s'agit de communiquer, nous utilisons à la fois la communication numérique et analogique. C'est-à-dire à la fois ce qui est dit, verbal, et la manière dont cela est dit. C'est comme la première chose que nous avons sortie, et la première phrase, disons mieux, ou bien le premier postulat. Donc, le deuxième postulat. Ce qui est dit et ce qui est
et la manière dont on le dit. Donc, c'est le deuxième postulat qui met l'accent sur l'interaction entre le contenu et la relation. Outre les mots, il y a les gestes, le ton, la distance, la position qui se révèlent des éléments importants dans une situation de communication. Il y a toujours un sens qui est accordé à chaque chose. Et cela en fonction de la manière dont on le dit. Parfois, vous demandez à quelque chose à votre parent et puis il vous dit oui, vous pouvez. Il y a une façon dont le parent vous dit quelque chose qui fait peur. Il dit oui, mais vous n'y croyez pas. Oui, quoi, non. Et vous te mettez là. Voilà. Premier, oui, à Guétandou, c'est pas moyen. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Et aussi, le cinquième principe, c'est symétrie et complémentarité dans les interactions. Alors, c'est très pertinent dans le domaine organisationnel. Il faut tenir compte du fait qu'il peut y avoir des relations de symétrie ou de complémentarité dans les relations communicatives, selon les rôles ou les positions de pouvoir occupées. C'est-à-dire, selon que l'émetteur ou le destinateur ont ou non une position d'égalité. Oui, évidemment, de la position hiérarchique des communicants, il peut y avoir une forme de symétrie, une forme de complémentarité. Donc, si nous sommes de la même génération, de la même position, tout ça, on va voir que c'est un peu symétrique. C'est comme deux collègues qui essayent de parler. C'est comme deux collègues. Mais, si toutefois, gagnons dans nous qui n'ont position différente, on dirait qu'avec une personne qui fait partie du, du badinage, c'est en relation qui est plutôt complémentaire. C'est-à-dire, l'autre, il a une autorité sur vous. Il peut vous imposer quelques règles, quelques normes. Donc, la relation n'est pas ici une relation symétrique. Donc, mes chers amis, c'est vraiment important et de comprendre que la communication est un élément essentiel dans un processus de mentorat. On ne peut pas travailler avec un mentoré si l'on ne mobilise pas les bonnes techniques de la communication. Donc, merci beaucoup. À très vite pour le nouveau module.